S&P 500. Peut-on éviter le sell in May and go away cette année 2025? Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Bien sûr que oui, que le marché peut éviter ce sell in May and go away alors que les actifs risqués sont en vive reprise depuis le début du mois d'avril. Même si le S&P 500 est désormais proche de résistance dans cette nouvelle édition du Top Gun, je vais traiter ce sujet qui est simple, alors que la Réserve fédérale s'est exprimée la semaine dernière, alors que la diplomatie commerciale avance, alors que la désinflation a repris mais n'est pas encore à la cible de la Réserve fédérale des États-Unis, alors que les anticipations d'inflation sont tout en haut, mais la réalité de l'inflation, elle, est beaucoup plus basse, alors que le débat sur la probabilité d'une récession n'est pas tranché tant que nous ne savons pas exactement de quoi seront faits les accords commerciaux entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, les États-Unis, l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni, les États-Unis et 70 pays. Mais dans ce contexte, malgré tout, les marchés, les actifs risqués en bourse sont repris. Le marché des crypto-monnaies, le cours du bitcoin, les indices boursiers, conformément aux enseignements de l'analyse technique, conformément à un certain nombre d'outils que je vais à nouveau passer en revue avec vous dans cette nouvelle édition du Top Gun. Je tiens à nouveau à casser ce mythe, je le fais chaque année, ce mythe du sell in May and go away, parce que des amis à moi m'en parlaient, me disaient, mais Vincent, on voulait pas acheter la chute du marché début avril. Moi je leur disais, mais achetez, buy the dip. Vous avez suivi mes vidéos, buy the dip début avril. Le truc a remonté pleine balle. Bon. Ils voulaient pas, me dire sell in May and go away. J'avais pas de réponse. Enfin si, j'ai des réponses. Bon, alors, déjà, donc dans cette vidéo, première partie, je vous fais un point, je vous donne le plan rapidos, un point sur la Réserve fédérale la semaine dernière, statu quo, wait and see, toujours exactement les mêmes termes, on va regarder le communiqué, et par contre il y a un vrai lien désormais entre la Fed et la diplomatie commerciale. Ensuite, deuxième partie, la réalité statistique du sell in May and go away, car en fait tout ça repose sur des statistiques, donc c'est des mathématiques de base. Bon, déjà, je vous le dis d'entrée de jeu, la performance moyenne du mois de mai pour le S&P 500, elle est positive. La performance moyenne du mois de mai pour le cours du Bitcoin, elle est positive. Le mois de mai, même le quatrième meilleur mois de l'histoire du Bitcoin, après octobre, novembre et avril. Ce que d'ailleurs, sur ce cycle, a parfaitement été respecté. Bon, voilà. La réalité du sell in May and go away, c'est vrai que la période qui va d'octobre à avril est beaucoup plus performante que la période qui va d'avril à septembre. C'est vrai, mais la période qui va d'avril à septembre n'est pas nécessairement baissière. Arrêtez de paniquer avec le sell in May and go away. D'ailleurs, il y a même des mois de l'été qui peuvent être particulièrement bullish. Mais par contre, il y a une réalité statistique. Cette période est moins performante que la période d'octobre à avril. Donc ça c'est une réalité. C'est ça le sell in May and go away. Ça ne veut pas dire crack boursier en mai. Je vais tout vous montrer dans cette nouvelle vidéo. Là, pour le coup, je suis allé chercher de la data. On va prendre de la data. On va regarder tous les mois de mai du SP 500 depuis 1960. On va tous regarder. Je vais voir, il y a de la baisse, il y a de la hausse. Et au final, on regarde une moyenne, la base en maths, une moyenne. Je crois qu'on apprend à calculer des moyennes quoi en CE1, je sais plus en CP peut-être. Peut-être pas. Bon, elle est positive. Voilà, donc point final. À un moment ou à un autre, un fait, un chiffre, boum, voilà. Et on casse un adage. Par contre, non mais là j'exagère hein, parce qu'il y a, encore une fois, la période qui va d'avril à septembre est moins performante que la période qui va d'octobre à avril. Donc l'adage se justifie très bien. Troisième partie, cette semaine, le temps fort fondamental de la semaine, l'inflation US CPI. Alors que donc, le prix du pétrole est au sud, l'inflation sous-jacente résiste. En fait, il y a un décalage énorme entre la réalité de l'inflation qui est au sud et les craintes de rebond de l'inflation. Je vais vous remontrer ça à travers un certain nombre d'anticipations d'inflation, que ce soit les indices PMI ou les anticipations de consommateurs. Mais tout ça, en fait, dans le doute de savoir de quoi sont faits les accords commerciaux qui sont en négociation et qu'on espère tous voir aboutir d'ici juillet. Bon. Et quatrième partie, on se refait le gros point technique S&P 500, où est-ce qu'il en est, alors qu'il approche de sa moyenne mobile à 200 jours. Ça fait quand même une belle remontada depuis le début du mois d'avril. Il y aura toujours des corrections. Donc c'est pas parce qu'il y a une séance de correction ou une semaine des corrections que ça y est, c'est sell in May and go away. D'accord ?
même dans une phase de reprise, il y a des pauses, c'est très sain, il faut construire le mouvement sur le plan technique. Donc je passe en revue avec vous l'analyse technique du S&P 500, le positionnement institutionnel, le sentiment des investisseurs particuliers et l'analyse quantitative. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Allez les amis, c'est parti. Peut-on éviter le sell in May and go away cette année 2025? Moi je pense que oui, je vais donc vous démontrer ça en attaque. Nous attaquons cette nouvelle présentation par le premier slide qui vous affiche le plan. Et donc le plan, je vous l'ai donné en introduction, 4 parties. Donc d'abord, je vous refais un petit récap. On va reprendre ensemble le communiqué de la Réserve fédérale de la semaine dernière. Bon, statu quo. Pouvons-nous neutraliser sell in May and go away cette année? Attention, cette semaine au temps fort fondamental de la semaine. Mardi 13 mai, l'inflation US CPI. Et enfin, donc un gros point technique. Mon point technique habituel sur l'indice S&P 500. Alors, Réserve fédérale. Une baisse de taux est-elle possible cet été? Bon, clairement, nous sommes très loin d'une Réserve fédérale des États-Unis qui décide de s'aligner sur la Banque centrale européenne. Vous avez ici un graphique qui compare les deux taux d'intérêt. En bleu, le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains et ici le taux directeur de la BCE. La BCE a trois taux d'intérêt. Bon, clairement, ce qu'on retient de la semaine dernière, c'est que Jérôme Powell n'a pas du tout été secoué par la communication agressive de Donald Trump contre lui. Le marché se projette maintenant très peu probablement sur une baisse des taux le 18 juin, probablement davantage le 30 juillet ou le 17 septembre. En réalité, si vous reprenez, alors déjà, tout d'abord, les nouvelles anticipations d'actions de la Réserve fédérale ces prochaines semaines, en se basant sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, le marché bascule maintenant davantage sur une baisse de taux en juillet, puis une autre en septembre, puis une dernière en décembre. Tout ça peut aller très vite. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez le communiqué de la Fed, elle met vraiment... Il y a deux informations. Tout d'abord, elle met à égalité l'emploi et l'inflation. Il n'y a pas de sujet. Il y a plusieurs reprises dans le communiqué de presse de la Fed. Vous retrouvez à égalité, à égale importance, inflation et emploi. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que la Fed maintient que l'inflation remains somewhat elevated, d'accord, alors que pourtant, l'inflation US selon le PCE, l'inflation US selon le PCE et l'inflation US selon le CPI, attention, cette semaine, vous avez la mise à jour du CPI. Le CPI nominal est à 2,4, le PCE nominal est à 2,3. Pour la Fed, c'est encore une inflation élevée, car en fait, l'inflation regarde le corps, l'inflation sous-jacente, et l'inflation sous-jacente, elle est à 2,6 selon le PCE, et l'inflation sous-jacente, elle est à 2,8 selon le CPI, donc ça reste au-dessus. Rappelez-vous, quand la Fed vise 2%, c'est pas l'inflation nominale, c'est vraiment l'inflation sous-jacente. Et ce qui est intéressant en fait dans ce que raconte la Fed, c'est qu'elle mentionne l'incertitude, et aussi dans la conférence de presse, l'incertitude liée à la diplomatie commerciale. On a l'impression que la Fed va craquer. La Fed va reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Il y a deux raisons. Soit il y a une envolée du chômage, ce qui n'est pas le cas pour le moment, soit il y a l'aboutissement des accords commerciaux qui neutralisent le risque d'un rebond d'inflation. Pour l'instant, l'inflation va au sud. Mais la Fed ne semble pas vouloir l'admettre tant qu'il y a cette épée de Damoclès d'une diplomatie commerciale qui n'a pas abouti. Statu quo, hein, vous savez, le taux d'intérêt du marché qu'anticipe le mieux la politique monétaire à venir de la Fed, c'est le rendement obligataire à 2 ans. Tant qu'il n'y a pas de cassure technique de ce niveau, il n'y a pas de baisse de taux à venir. Alors, oui, je vous l'avoue, c'est une belle structure de renversement. On peut y voir un rounding top. Prenez les enseignements aussi du système Ishimoku, avec le marché est bien sous résistance. Et alors, on est dans une structure technique différente de celle-ci, mais on est quand même passé sous le nuage. On est soutenu par la moyenne mobile à 200 semaines. On voit tous l'importance de ce niveau des 3,55. Ça, c'est un taux du marché, hein, donc c'est le taux obligataire américain à 2 ans. Et tant que ce dernier ne casse pas les 3,50, eh bien, c'est que la reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux n'est pas imminente. Voilà. Mais c'est quand même une dynamique de baisse, et on peut voir que le marché est toujours couvert ici par la moyenne mobile à 200 jours. Bon, statu quo donc pour la Réserve fédérale des États-Unis. Et donc le CPI cette semaine. Alors, pouvons-nous neutraliser le mythe du sell in May and go away? Alors, quand je parle de mythe du sell in May and go away, c'est pour faire de la provocation comme d'habitude.
Ce graphique, je vais vous le montrer dans un instant, mais pour l'instant, je remets la petite caméra que vous puissiez me voir, comme ça, moi, vous me voyez, je me vois. Bon. Lorsque je parle d'un mythe, c'est de la provocation. Il n'y a pas de mythe. Il n'y a pas de mythe. Sell in May and go away, c'est des maths. Des maths de base, c'est des statistiques. Les statistiques, moi j'en ai fait beaucoup, notamment je me rappelle en classe prépa. Mais c'est des stats de base. De base. Calculer une moyenne de certaines périodes. Donc il y a plusieurs façons de raisonner. Lorsqu'on parle du sell in May and go away, on peut s'intéresser déjà au mois de mai en particulier. Et ensuite, on s'intéresse à des périodes. La période qui va d'octobre à avril et la période qui va d'avril à septembre. Ce que montrent les statistiques lorsqu'on les applique aux données du S&P 500 depuis 1960, depuis 50 ans, plus de 50 ans, mais là 1960, ou au cours du Bitcoin, parce que ce sont deux actifs dits risqués. Il y a une corrélation positive entre les marchés actions américains et le cours du BTC. Ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a deux informations. Déjà, le mois de mai n'a pas une performance moyenne négative. Par contre, il y a une réalité, c'est que la période qui va, je vais vous montrer d'ailleurs les chiffres sans plus attendre, la période qui va d'octobre à avril a une performance moyenne sur le S&P 500 de 6,7%, et la période qui va d'avril à novembre, de mai à octobre, pardon, décidément, 2%. Donc, le sell and go away ne dit pas que tout s'effondre à partir du mois de mai. Simplement qu'en moyenne, le marché devient moins performant. D'accord ? Mais la période qui va de mai à octobre a quand même une performance moyenne positive. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez le mois de mai. Je vous ai mis ici un tableau qui vous montre les... Regardez, c'est au-dessus de mon crâne. Attendez, je vais taper dessus. Bref, c'est au-dessus de mon crâne. Et vous avez la performance moyenne du S&P 500 depuis 1960, mois après mois. Le mois de mai, certes, c'est pas un mois de folie, mais il est quand même à plus 0,2. Par contre, on voit très bien cette idée que la période qui va de mai à septembre est moins performante que la période qui va de octobre à avril. Octobre, ça commence là, avril, c'est là. Donc on part de là et on fait ça. Et c'est plus performant que cette période-là. Mais ça reste quand même une performance moyenne positive sur la période. Mais le mois de mai du S&P 500 est quand même positif. Alors, deux autres informations. Prenons le cours du BTC. Vous avez ici la performance moyenne depuis 2009 du BTC. Sur ce cycle, d'ailleurs, on respecte parfaitement. Octobre et novembre sont les deux meilleurs mois, exactement comme notre cycle actuel. Le mois d'avril est très fort, on a eu un mois d'avril très fort. Et mai est quand même le mois qui arrive en 4e position en termes de performance pour Bitcoin. Donc, déjà, l'adage sell in May and go away dit que tout s'effondre en mai, c'est faux. Basiquement. Juste une moyenne. Simplement, donc on calcule une moyenne. Maintenant, on peut faire autre chose. Vous avez ici tous les mois de mai du SP500 depuis 1960. Donc, j'ai pas mis toutes les performances positives en vert et les négatives en rouge. J'ai simplement fait apparaître en vert des mois de mai archi bullish. Vous voyez qu'il y en a quand même un certain nombre. Il y a même des périodes, par exemple, regardez, entre 2013 et 2018, mois de mai 2013, plus 2, mois de mai 2014, plus 2, mois de mai 2015, plus 1, mois de mai 2016, plus 1, mois de mai 2017, plus 1, mois de mai... On a fait 6 années consécutives avec un mois de mai positif. 2007, 2008, 2009. Et c'est pas des demi-performances. Il y a bien sûr des mois de mai négatifs. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, si par exemple, là, j'avais la performance des mois de mai du S&P 500 depuis 1960 avec que du gros rouge, du négatif. Oui, mais vous comprenez qu'il y a un vrai décalage entre ce que représente mentalement dans l'esprit des investisseurs le sell in May and go away et la réalité statistique, qui n'est pas du tout aussi négative. Bien sûr que le mois de mai, c'est pas non plus le mois de folie, d'accord? Mais il faut quand même remettre les choses ici en perspective. Ça me semblait important. Et le mois de mai qui est le plus proche de nous, c'est le mois de mai de l'année 2024. Il y a eu donc une performance de 4,20%. Donc, il peut y avoir effectivement une stratégie gagnante qui est d'acheter début octobre et de tout revendre fin avril, et de racheter début octobre et de tout revendre fin avril, et d'être en dehors du marché. Effectivement, la période qui va de début octobre à fin avril est performante.
Mais par contre, il y a eu des études qui ont été faites. Adopter une stratégie, acheter début octobre, revendre fin avril, et shorter début mai. Donc, shorter vraiment, vous êtes exposé à la baisse. Vous avez des positions qui s'apprécient lorsque le marché baisse. Position vendeuse à découvert. D'accord? Vous connaissez le principe. Et essayer de se racheter plus bas d'ici la fin de l'automne, ça c'est perdant. Parce que vous avez sur la période, en moyenne, une performance quand même positive. Donc ce qui peut se justifier, c'est d'être en dehors du marché. C'est-à-dire que vous êtes rentré début octobre, vous avez tout lourdé fin avril, et puis là, vous faites autre chose. Vous fermez la plateforme de trading. Ça, c'est une stratégie qui rapporte dans le temps, d'accord? Donc le sell in May and go away n'est pas la stratégie de tout va s'effondrer jusqu'à l'automne. D'ailleurs, reprenez le tableau de la performance moyenne ici, du S&P 500 des différents mois. Prenez par exemple le mois de juillet. Le mois de juillet est un des meilleurs mois en moyenne pour le S&P 500, alors qu'il est au cœur de cette période dite du sell in May and go away. Alors bon, ça c'est l'aspect statistique. Maintenant, quand bien même, imaginons que s'applique, imaginons qu'on ait cette année une période on a un adage qui fonctionne particulièrement bien. C'est-à-dire qu'on ait un mois de mai horrible, et que ça drop, que tout s'effondre jusqu'à l'automne. Qu'est-ce qui permettrait de neutraliser ça sur le plan des fondamentaux? Moi, je vois plusieurs éléments que je vous ai mis ici. C'est des pistes que je traite chaque mois. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien sûr, la première, la diplomatie commerciale. C'est peut-être même l'enjeu principal. Même la Fed l'a dit maintenant, qu'elle n'agira pas sur les taux tant qu'elle n'a pas une vue sur des accords commerciaux entre les États-Unis et les principaux partenaires commerciaux. Donc forcément, les négociations commencent avec la Chine, sont en cours avec l'Union européenne, sont en cours avec beaucoup de grands pays majeurs, l'Inde, le Japon, beaucoup. Il faut l'aboutissement, il faut des accords commerciaux qui permettent d'éviter des tarifs douaniers à 3 chiffres. Deuxième aspect pour éviter ça, l'aspect fiscal. Vous savez que sous le premier mandat de Donald Trump, le taux d'imposition sur les sociétés, je parle du taux fédéral aux États-Unis, puisque les États peuvent rajouter un taux d'imposition au-dessus du taux fédéral, lorsqu'on parle de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Une loi de 2017 sous le premier mandat de Donald Trump a ramené ça le taux de 35 à 21%. Sans barème progressif, c'est 21 pour tout le monde. Le marché espère que ça passe à 15 pour tout le monde, ou peut-être à 15 pour certaines entreprises qui produiraient massivement aux États-Unis. Ça, c'est dans le pipe. L'aspect fiscal peut arriver et peut soutenir les actifs risqués. Ensuite, bien sûr, vous avez toutes les mesures de soutien monétaire et budgétaire de la Chine, et la Chine, bien sûr, est le moteur à ex-aequo avec l'Amérique de l'économie mondiale, notamment à travers la place de la Chine dans le commerce mondial, la place de ses importations. Ça fait vivre beaucoup de pays. Et bien sûr, la Fed. Une reprise cet été de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux, pour la bonne raison. Pas une raison liée à la récession, mais une raison plutôt, on a les accords commerciaux et la désinflation se poursuit. Tout ça peut permettre d'avoir une période favorable de mai à septembre. D'accord? Bon. Alors, je continue. J'avais autre chose à vous montrer là-dessus ou pas? Oui, alors, cette semaine, c'est le temps fort fondamental de la semaine. L'inflation CPI, mardi 13 mai. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre favorable? Alors, première chose, où sommes-nous? Le CPI nominal est à 2,4, le CPI core est à 2,8. Bon, vous voyez que la tendance est baissière et que notamment les services ont repris la direction de la baisse, l'immobilier aussi, tout ça a un poids important. Alors, là, ça c'est très suivi, parce que pour le coup, l'inflation des nouvelles voitures, l'automobile, là, il y a un lien direct avec la guerre commerciale. Donc ça va être très suivi. 2,4 et 2,8. L'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland nous dit qu'on va avoir du 2,76, du 2,34. Bon, légère baisse, pas plus. Donc on voit effectivement que, d'après l'algorithme de la Fed de Cleveland, on a une désinflation qui va avoir du mal à atteindre 2. Vous voyez, 2,3 puis remonter à 2,4, mais il n'y a pas de vague d'inflation, il n'y a pas de rebond. En tout cas, modérément optimiste pour cette semaine. L'inflation temps réel, elle est expressément optimiste. En grande partie avec la baisse du prix du pétrole, elle se maintient depuis 2 mois. L'inflation temps réel se trouve depuis 2 mois, selon Trueflation, sous la cible de la Fed. Mais d'accord? Donc ça c'est important. En fait, le problème, il est ailleurs.
Le problème, il est sur les anticipations d'inflation tant que les accords commerciaux ne sont pas signés. Prenez par exemple les anticipations d'inflation des consommateurs, c'est l'envolée. C'est pire que le Covid. Mais heureusement que l'inflation... Regardez un peu le décalage entre ce qu'anticipent les consommateurs et l'inflation en temps réel. Ce sont deux courbes inversées. Et en fait, c'est ça le problème de la Fed. Vous avez l'inflation temps réel qui est basse, mais le risque de rebond, le stress lié à la guerre commerciale qui est maximum. Tant qu'on est dans cette divergence, la Fed ne peut pas agir. Mais il n'y a pas que les consommateurs. Regardez la composante inflation de l'ISM manufacturier, qui sont les directeurs d'achat des entreprises, dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. Les services, c'est l'essentiel de l'économie américaine. Dans le secteur manufacturier, ça fait longtemps que les anticipations d'inflation rebondissent, tant qu'il n'y a pas d'accords commerciaux. Et là, ça commence à rebondir dans le secteur des services, alors que les services ne sont pas directement concernés par la guerre commerciale. Donc en fait, tant que nous sommes dans ce doute, et il y a une infographie Bloomberg qui la résume bien, c'est qu'en fait, il y a un décalage énorme entre les anticipations d'inflation. Je vous montre comme ça. Il y a un décalage énorme entre les anticipations d'inflation. Tout ça, ce ne sont que des anticipations. Et notamment un stress chez le consommateur qui est massif. Et la réalité de l'inflation qui est au sud. Et la seule façon de casser ce rebond et des anticipations d'inflation, c'est d'aboutir enfin à des accords commerciaux. Donc modérément optimiste pour ce chiffre du mardi 13 mai. Alors maintenant, où en est l'indice S&P 500 sur le plan d'analyse technique, le plan quantitatif, le plan du sentiment, le plan de tutti quanti? Alors sur le plan de l'analyse technique, le graphique mensuel, j'en ai déjà parlé. Le graphique hebdomadaire, il y a eu un beau rebond, c'était début avril. Je vous l'ai montré ce signal au début du mois d'avril, lorsque le RSI est ressorti par le haut de la zone de survente, exactement comme le même schéma que le crack Covid. Et regardez le rôle très important de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc là, on va arriver en fait sur un niveau où ça risque de ne pas passer sans une news. Sans accords commerciaux, on ne passera pas cette zone. Là, on va commencer à arriver sous résistance. Mais c'est vrai qu'en hebdo, on a tenu le Kumo Weekly, tenu la Trendline, tenu les supports. On est repassé au-dessus de la Kijun Weekly. Il y a quand même des choses qui sont favorables, même si ça peut encore baisser une semaine, quelques séances. En fait, tout va se jouer à la moyenne mobile à 200 jours et à 5800 points. Vous voyez, c'est vraiment la moyenne mobile à 200 jours a un rôle pivot. Prenez par exemple le crack Covid. C'est lorsqu'on a repris la moyenne mobile à 200 jours qu'on est reparti. Début du bear market, c'est lorsqu'on a cassé la moyenne mobile à 200 jours. Début du bull market, c'est quand on a repris la moyenne mobile à 200 jours. Et donc là, voilà, on arrive au contact de cette zone. Les 5008, ça risque de batailler ferme. Et le marché peut très bien d'abord y tester. D'ailleurs, je vais ajouter les enseignements du système Ishimoku en données journalières. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est pas mal. On a le Kumo qui est là. Le marché pourrait, moi je pense, être rangy entre 5008, entre 5005 et 5008. Bon, de toute façon, les bornes sont simples. C'est neutre. Enfin, nous sommes en reprise. Vous avez un support à 5500 points, une résistance à 5008. Ça peut très bien, et la moyenne mobile à 200 jours qui est là, le marché peut très bien marquer une pause dans cet intervalle en attendant qu'aboutisse la diplomatie commerciale. Ce qui serait baissier, ce serait de recasser 5500. Et ce qui serait méga bullish, de redépasser la résistance à 5008. Redépasser la résistance à 5008, c'est un marché qui remonte à 6100 points. Donc vous avez toutes les bornes sont là. Hein. Neutre entre 5005 et 5008, baissier sous 5005, haussier au-dessus de 5008. C'est probable qu'on se maintienne un peu ici un certain temps, avant le temps d'en savoir davantage. L'analyse quantitative a vraiment montré son efficacité en termes de prévision boursière. Ça, je vous l'ai montré début avril, lorsque le pourcentage d'actions sous la moyenne mobile à 50 jours était tombé dans cet intervalle. Lorsqu'on en ressort par le haut, c'était l'indication d'un bottom. Là, ça a vraiment été propre. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours énormément de doutes de la part des investisseurs particuliers. Toujours énormément de vendeurs selon les derniers chiffres de l'Association américaine des investisseurs particuliers. Et ça va plutôt dans le sens de la reprise, hein, parce que ça fait partie des outils dits de l'analyse contrarienne des marchés financiers. Et enfin, le rapport Commitment of Traders de la CFTC, les positions institutionnelles sur des asset managers sur le contrat futur S&P 500, vous n'avez pas eu d'explosion de position short comme le précédent bear market. On voit que la position nette tente une stabilisation. Donc, il n'y a pas eu les positions short. C'est vraiment ça qui permet de distinguer ce qu'on a vécu du bear market de 2022.
C'est très différent. Le bear market de 2022, il a duré très longtemps, une vraie phase de... Là, ça ressemble beaucoup plus à ce choc Covid, d'un point de vue de l'action des prix et du positionnement. Bon donc, neutre entre 5005 et 5008, bullish au-dessus de 5008, et par contre sous 5005, là ce serait un peu plus complexe. Le marché sera à nouveau sous pression. Voilà chers amis, eh bien, écoutez, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu, et moi je vous remercie de m'avoir écouté.